J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Dans cet épisode, on vous donne du biscuit sur Média Éducation. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique de la semaine nous ramène le 31 août 1997, jour de la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris. Et à partir de ce drame, on va s'interroger sur le rôle des photographes people, les célèbres paparazzi. L'invité de la semaine est engagé dans l'éducation aux médias et à l'information depuis plusieurs années. Atelier, résidence de journaliste, Louise Bartlett viendra nous éclairer sur ses multiples pratiques. Et avec elle, nous verrons notamment le fonctionnement de la plateforme mediaeducation.fr. Nous partirons également à la découverte de ces mots qui tuent. Grâce au travail formidable de Sophie Gourion et de son Tumblr Les mots tuent, nous parlerons du traitement des violences conjugales dans les médias et du choix ô combien important des mots. Une carcasse littéralement broyée. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. La puissante Mercedes était lancée à pleine vitesse dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, vers 0h30, sans doute plus de 150 km/h. Pour une raison encore inconnue, elle est venue heurter le mur, puis l'un des piliers du tunnel. À son bord, 4 personnes. Lady Diana, son ami Dodi Al-Fayed, un garde du corps et le chauffeur. Ils venaient de quitter l'hôtel Ritz, place Vendôme. Pour fausser compagnie aux paparazzi qui les suivaient à moto, le chauffeur aurait alors décidé de rouler très vite, trop vite. Trop vite, puisque dans cet extrait, cette édition spéciale du journal de France 2, on revient sur cet accident tragique sous le pont de l'Alma, où Lady Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed sont tués dans un accident. On a entendu aussi dans ce sujet que les paparazzi poursuivaient cette voiture. On sait que Lady Di était scrutée, certains pourront dire même harcelée par les paparazzi. Est-ce qu'on peut revenir avec toi, Martin, sur cette nuit de 97 ? Oui, ce qui est intéressant, Rémi, en parlant de Lady Di, c'est qu'on peut aborder à la fois la thématique des people, ces gens qui vont utiliser la presse pour pouvoir communiquer sur leur mariage, sur leur divorce, mais qui sont bien évidemment parfois dans leur vie privée largement poursuivis. Et effectivement, l'enquête et les différentes enquêtes judiciaires, qu'elles se soient passées en France ou du côté de Londres, eh bien, elles ont mis en avant le rôle de ces paparazzi le soir du drame, puisque c'est en essayant de leur échapper. Les paparazzi, ce sont des photographes qui cherchent à prendre en photo ces people, ces célébrités. Et là, comme d'habitude, quand les paparazzi savent que Lady Di est à Paris, eh bien, ils vont mettre en place plein de systèmes pour essayer de suivre la voiture et d'avoir quelques photos volées. La voiture dans laquelle se trouvaient Lady Di et son compagnon Dodi Al-Fayed était poursuivie cette nuit-là justement par des paparazzi à scooter qui essayaient ou à moto qui essayaient de trouver le bon cliché. Est-ce que là on peut pas dire qu'ils ont une part de responsabilité dans le décès de Lady Di ? En tout cas, c'est ce que vont montrer les enquêtes pour montrer qu'il y a eu des imprudences à la fois de la part du chauffeur, puisqu'il a un taux d'alcoolémie supérieur à ce qui est autorisé en France, mais également des imprudences de la part des paparazzi qui vont naviguer aux côtés de la voiture, prendre peu de distance de sécurité. Et effectivement, à chaque fois, on s'interroge sur ce rôle de la presse. Il y a 9 photographes de presse et motards de presse qui vont être mis en examen pour homicide et blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, notamment lorsqu'on préfère prendre des photos plutôt que d'appeler les secours, etc. Mais ils vont tous bénéficier d'un non-lieu. La justice n'est pas capable de dire effectivement si c'est leur rôle qui a été déterminant ou si c'est un ensemble de facteurs. C'est plutôt ce qu'on met en avant, un ensemble de facteurs, la vitesse, l'alcoolémie, plus les paparazzi. Même si ces paparazzi ont été impliqués dans cette histoire, il n'en reste que les journalistes jouent un rôle très important. Et justement, dans Du Biscuit, on parle d'éducation aux médias. Il y a une personne qui s'implique depuis des années. C'est notre invitée de la semaine, Louise Bartlett de Média Éducation. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Louise Bartlett, on a aussi le regard sur la plateforme mediaeducation.fr, un outil qui peut vous être très utile si vous avez envie de monter un projet, rechercher un intervenant ou vous documenter. L'idée, c'est de fédérer les acteurs, les divers acteurs de l'éducation aux médias et à l'information et de leur permettre de se trouver les uns les autres et aussi de mettre à disposition des ressources, des outils dont ces personnes pourront se servir pour mettre en place des opérations d'éducation aux médias et à l'info.
Alors, il y a eu 2 phases dans la vie de mediaeducation.fr. Il y a eu d'abord 2 étudiantes qui ont créé une première plateforme mediaeducation.fr et ensuite, sur demande de personnes du ministère de la Culture, on est une petite équipe de l'Alliance internationale de journalistes et de l'EMI-CFD, donc qui est une école de journalisme. Ces 2 structures se sont mises ensemble pour agréger en quelque sorte plusieurs projets, dont la plateforme mediaeducation.fr, dont le projet de rassembler aussi des journalistes disponibles et volontaires pour intervenir. Et donc ça date de 2015. Enfin, en tout cas, c'est lié. Oui, c'est carrément lié même à l'attentat à Charlie Hebdo, où il y a eu les assises extraordinaires les assises du journalisme extraordinaire, et donc cette volonté notamment du ministère de la Culture, dont dépendent les journalistes et les médias, d'agir et de réagir. Avec Louise Bartlett, vous avez également évoqué le rôle indispensable des journalistes dans l'éducation aux médias et à l'information. Oui, car nous partageons l'idée que les journalistes doivent participer activement à l'éducation aux médias et à l'information. Comment dire ? Moi, je suis journaliste militante associative. Je suis pas, j'ai jamais bossé pour des médias très connus, donc j'ai un positionnement qui est un peu à cheval, si vous voulez, entre l'associatif et le journalisme. Mais je trouve qu'évidemment, on a son mot à dire. Enfin, on fait ce métier a priori parce qu'on a. Enfin, c'est un peu une vocation d'être journaliste quand même. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. En tout cas, il me semble. Oui, ils ont leur mot à dire. Alors, je vais être caricaturale, je suis désolée, mais je sais, par exemple, qu'il y a quelqu'un de BFM TV qui avait participé à des débats une fois. Moi, j'ai trouvé ça hyper courageux de sa part. Moi, j'aurais une étiquette BFM TV. Je pense que j'aurais un peu de mal à l'assumer dans des ateliers d'éducation aux médias et à l'info. Mais ouais, je pense que c'est bien que BFM, que CNews, que des micro-journaux locaux et tout ce qu'il y a entre les deux que des journalistes de ces médias-là et que ces médias-là eux-mêmes prennent part à l'éducation aux médias. Déjà, c'est rencontrer son public, c'est rencontrer des gens qui font pas partie de son public, c'est apporter son expérience, et il y a plein de journalistes et de journalismes différents. Donc pouvoir, peut-être, j'ai vachement cette image, comme s'il fallait desserrer les fils d'une toile, quoi. C'est comme s'il y avait une espèce de boule, une pelote là, super serrée avec des nœuds dans tous les sens, et on a besoin de rajouter de l'oxygène et de l'espace là-dedans, défaire quelques nœuds et essayer de rajouter des interlocuteurs, rajouter des points de vue, essayer de diversifier tout ça. Donc oui, faire de l'éducation aux médias sans acteurs des médias, ça me paraîtrait vraiment bizarre. Comment faire pour impliquer des journalistes qui n'ont jamais fait d'éducation aux médias ? Quel discours on pourrait leur tenir ? Quels conseils on pourrait leur donner ? Moi, je vais partager une expérience personnelle. Quand j'interviens en atelier, que ce soit auprès de conseillers citoyens, donc de tous les âges, d'associations, d'élèves, quel que soit le public, moi je ressors de là avec avec un nouveau souffle. Ça fait un bien fou de rencontrer les gens. C'est génial. Alors évidemment, on arrive en atelier et on va avoir l'étiquette journaliste. Donc, vous racontez n'importe quoi. Je vous crois pas. Les médias mentent. C'est de votre faute si. Nanana. Moi, ça me va très bien d'entendre ça parce qu'en fait, à propos de certains médias, je suis d'accord avec ce discours-là. Donc, on l'entend, on en discute, on apporte de la nuance, on rencontre des gens. On a des moments absolument magiques de discussion. Quand on crée en tout cas dans les ateliers qu'on fait dans le 94, là, on propose de créer des médias citoyens. Il y a des sujets extraordinaires qui ressortent de ces réunions-là avec les habitants, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu, leur centre d'intérêt. Donc, en tant qu'humain, c'est une expérience qui est super belle, en fait, d'aller rencontrer toutes ces personnes. Et je trouve que ça nourrit la pratique journalistique parce que, c'était l'un des principes de la résidence, d'aller passer du temps sur un territoire politique de la ville, c'est des quartiers prioritaires. C'est aussi connaître ce public-là. C'est pas juste aller faire un reportage rapido à Villeneuve-Saint-Georges, prendre 3 images, un peu de citation et revenir rendre son papier. C'est passer du temps avec les gens. C'est forcément nourrir son propre regard et le rendre plus nuancé. Et moi, je trouve que ça fait de nous des meilleurs journalistes, en fait. Donc il y a plein d'utilités à faire de l'éducation aux médias. Enfin, c'est rencontrer un public qui veut pas de nous, être vu comme un être humain déjà, essayer de Moi je suis pas du tout pour être le chevalier blanc du journalisme. Moi je défendrais pas du tout la corporation dans son ensemble comme si c'était un ensemble homogène parce que je trouve qu'il y a du très mauvais journalisme aussi et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, essayer de se voir en tant qu'individus les uns les autres, sortir un peu des stéréotypes, là, des idées reçues les uns sur les autres, et puis je sais pas, rencontrer des gens, quoi. C'est un peu basique dit comme ça, mais c'est rencontrer des êtres humains et multiplier les points de vue. Alors Martin, est-ce que c'est le cas de tous les journalistes ?
Alors, tous les journalistes ne font pas de l'éducation aux médias et à l'information, et tous les journalistes n'en feront pas. Il faut avoir envie, il faut parfois être volontaire, bénévole, en fonction des différentes structures dans lesquelles on évolue et des différents groupes de presse. Mais comme vous avez pu l'entendre avec Louise Bartlett, on est plutôt d'accord de se dire que ça peut donner un nouveau regard sur les pratiques journalistiques, s'interroger sur ce qu'on fait, qui on est, d'où on vient, quel est notre parcours, nos études, pourquoi on a des difficultés à parler de tel ou tel sujet. Et puis bien sûr, ça permet de rencontrer de plus en plus de gens. C'est aussi pour lutter contre ce qu'on appelle, Rémi, le journalisme assis, puisque faire de l'éducation aux médias et à l'information, c'est aussi aller sur le terrain pour rencontrer ces centres sociaux, ces jeunes ou ces adultes. Alors la plateforme Média Éducation est née après l'attentat de Charlie Hebdo. Malheureusement, elle n'est pas souvent mise à jour. On va quand même en faire le tour avec toi, Martin. Oui, parce que même si elle n'est pas mise à jour tous les jours, il y a quand même des bénévoles qui s'en occupent, dont Louise Bartlett. Et puis, ça nous permet de voir comment utiliser cet outil qui peut être très utile. Déjà, on vous encourage à vous connecter pour vous créer un compte. Comme ça, vous pouvez accéder à tout le contenu. Et à chaque fois, il y a plusieurs thématiques qui nous permettent d'en savoir plus sur l'éducation aux médias et à l'information. Donc ces 3 thématiques, elles sont réunies autour des verbes agir, échanger et se documenter. Oui, grâce à ces 3 dossiers, on peut agir, c'est-à-dire trouver les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information dans notre région. Vous avez une carte de France sur laquelle apparaissent un certain nombre de professionnels qui sont issus du monde des médias ou du monde de l'animation et ils sont rangés géographiquement. On peut les retrouver également par département. Là, ça nous permet de chercher un intervenant si on a besoin. On peut aussi poster des annonces si on veut un intervenant particulier, un sujet ou une zone géographique. Ça nous permet pour agir de trouver les acteurs et l'agenda de l'éducation aux médias et à l'information en ligne. Après agir, il y a échanger. Oui, parce que c'est intéressant de pouvoir regarder les autres pratiques, ce qui se fait ailleurs dans toute la France. C'est l'intérêt de cette plateforme d'éducation aux médias et à l'information, c'est d'avoir un œil sur tout ce qui se pratique. Et lorsqu'on peut échanger, tout simplement, c'est dans des forums. On va se spécialiser sur la recherche d'informations, sur la recherche de journalistes ou sur des thématiques comme les réseaux sociaux ou tout simplement des retours d'expérience. Et là, vous avez des témoignages, des profs, des journalistes qui permettent de mieux comprendre comment on travaille à droite, à gauche, dans toute la France sur cette thématique de l'éducation aux médias et à l'information. La dernière info, c'est se documenter pour savoir quelles ressources utiliser, comment on peut comprendre l'éducation aux médias et à l'information, soit pour l'approfondir, soit pour la découvrir. Et là, vous avez des vidéos, des documents pédagogiques, des fiches thématiques, un certain nombre de liens, un glossaire, il y a énormément de choses. À vous d'aller fouiller. La plateforme, c'est mediaeducation.fr. Cette semaine, Martin, tu voulais une nouvelle fois revenir sur le poids des mots dans le journalisme. Oui, alors là, c'est peut-être une déformation professionnelle, Rémi. C'est-à-dire que j'ai exercé pendant plusieurs années le métier de SR, secrétaire de rédaction. C'est la personne en presse écrite, et malheureusement, trop peu souvent dans le web, mais en presse écrite, qui est chargée de corriger les articles, de les mettre en page, de chasser, toutes ces petites coquilles, les petits problèmes qu'on peut avoir dans un article, soit écrit par un correspondant qui n'est pas journaliste et qu'on doit remettre en forme, soit écrit par un journaliste où là on vérifie à la fois l'orthographe mais aussi le fond pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'article. Et donc je suis très attaché aux mots, et c'est-à-dire que les mots sont très importants dans le journalisme. Un mot n'en vaut pas un autre et parfois il y a quelques dérives. Tu souhaitais t'appuyer sur le travail de fond d'un Tumblr animé par Sophie Gourion, Les mots tuent. Sophie Gourion, qui est consultante en gestion de carrière et qui a monté ce Tumblr, Les mots tuent. Le Tumblr, c'est une plateforme de microblogging. C'est des petits articles comme ça. On peut poster des textes, des images, des liens, des photos, des vidéos, etc. Et dans ce Tumblr, Les mots tuent, Sophie Gourion collecte les articles de presse qui traitent des violences envers les femmes et de manière incorrecte. Quelques exemples, peut-être Rémi, pour pouvoir vraiment comprendre de ce que l'on parle. Par exemple, le titre « Ivre, il frappe sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes » ou encore « Morte d'avoir été trop belle ». Il y a un certain nombre de mots qui tuent, et ces mots sont notamment, on les retrouve dans un bingo, les mots qui tuent, drame conjugal, passion, excès amoureux, c'est tout ça. Donc tous ces mots font partie d'une collecte dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Pourquoi les avoir mis en avant ?
Sophie Gourion voulait montrer tous les stéréotypes, tous les clichés qui se baladent dans un certain nombre d'articles et souvent de faits divers, puisque ici on parle des violences faites aux femmes, de ces femmes qui tombent et qui meurent sous le coup de leur mari, de leur conjoint, d'un ami. Et c'est vrai que la presse, elle a mis du temps à comprendre qu'on pouvait tuer les victimes une deuxième fois en utilisant ces mots. Le Tumblr, il commence par cette citation d'Albert Camus, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Ça veut dire qu'on a déjà une victime, qui a été victime soit blessée, soit tuée, mais on va en plus, dans la manière de traiter journalistiquement cette question, eh bien la tuer une deuxième fois, puisque tout simplement, elle sera rabaissée au rang de chose. Car il ne faut pas oublier que ce n'est pas la faute de la victime si elle a été agressée ou si elle a été tuée. Et Sophie Gourion va s'attacher sur les réseaux sociaux à contacter directement les responsables des directions ou les responsables de tel ou tel média, journal en ligne ou la version en ligne d'un journal papier pour leur demander de corriger. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la profession, on commence à prendre cette habitude et effectivement, ça permet à tout le monde de comprendre que les mots sont importants. Là, c'est sur la thématique des violences faites aux femmes, mais il y en a d'autres. On pourrait rajouter, par exemple, sur cette liste, terroriste, insurgé ou encore résistant. Exactement. À chaque fois qu'on va manipuler ces mots, il faut faire très attention parce que le terroriste, il est terroriste pour quelqu'un. Pour des raisons, mais parfois, n'oublions pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un côté on avait les terroristes présentés par les autorités allemandes et de l'autre on avait des résistants qui deviendront la résistance avec un grand R présentés par le côté français, ou en tout cas les alliés. Donc à chaque fois il faut faire très attention quand on utilise ces termes, insurgé, rebelle, insurrection, émeute, et on le retrouve aussi par exemple dans le traitement des manifestations en France. On parle de casseurs la plupart du temps, alors que parfois, ce sont peut-être des violences perpétrées par des hommes qu'on n'a pas pu identifier. Est-ce que ce sont des manifestants ? Certains oui, d'autres non. Et à chaque fois, vous voyez, il y a également le débat sur les violences policières. Violences policières, ça veut bien dire quelque chose. Il y a des violences de la part parfois des manifestants, mais aussi parfois de la police. Donc chaque mot est important. Il y a des consignes qui sont données dans les rédactions parfois pour comprendre que on n'utilise pas le mot islamisme de la même manière que islamique. Il ne faudra pas faire d'erreur dans l'utilisation de ces mots car à chaque fois, il y a un auditeur, un lecteur, un téléspectateur qui peut se sentir concerné. On parle peut-être de lui, de son quartier ou de sa profession et il faut bien peser tous les mots qu'on a à dire. Merci beaucoup Martin, c'est la fin de cet épisode du Biscuit. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et oui, dès la semaine prochaine. Pour vous donner encore un peu plus de biscuits. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.